Cette semaine, dans Afrique, nous irons d'abord au Burundi, où la crise politique paralyse l'économie à l'approche des élections. Puis rendez-vous dans les fermes marocaines. Le pays connaît actuellement une révolution biologique poussée par une demande intérieure devenue plus exigeante. Enfin, nous nous rendrons en Ouganda, où un nouveau journal télévisé en rap réveille l'intérêt des jeunes pour l'actualité. Mais d'abord, les titres de la semaine. Un accord historique de libre-échange du Cap au Caire. 26 dirigeants de pays d'Afrique orientale l'ont signé à Sharm el-Sheikh. Ce traité, qui concerne plus de 625 millions d'habitants, représenterait plus de 900 milliards d'euros de PIB. Il doit permettre de réduire les droits de douane pour faciliter la circulation des marchandises sur le continent. Mais la question épineuse de l'harmonisation des normes et surtout celle du sort des petits producteurs doit encore être réglée. Un rapport de l'ONU dénonce les enfreintes aux droits de l'homme du régime érythréen, pays que fuient chaque mois plus de 5000 migrants. Il n'est pour nous pas surprenant qu'une grande partie de la population qui traverse aujourd'hui la Méditerranée ou emprunte d'autres routes pour rejoindre l'Europe soit érythréenne. Ils fuient un pays qui n'est pas dirigé par les lois, mais par la peur. Le rapport décrit notamment des séances de torture à l'électricité ou encore des simulations de noyade. Le gouvernement érythréen a répliqué en dénonçant une tentative de déstabilisation. Au Nigeria, c'est le soulagement pour la jeune Wasila. Cette adolescente de 15 ans, accusée d'avoir empoisonné son mari de 20 ans son aîné, risquait la peine de mort. Elle a finalement été acquittée, une décision que saluent les ONG qui espèrent que le procès soulèvera la question du mariage des enfants. L'athlète paralympique Oscar Pistorius, accusé du meurtre de sa femme, devrait sortir de prison en août, après 10 mois derrière les barreaux. Mais son avenir est incertain. La famille de la victime fait appel et réclame une peine plus lourde. On termine avec ces images de cavaliers libyens réunis par centaines pour le festival équestre des chevaliers de Tripoli. Cet événement était cette année placé sous le signe de la réconciliation nationale, alors que le pays est toujours déchiré par la guerre civile. Le gouvernement burundais affirme que la contestation est terminée. Mais la réalité est tout autre. Les manifestants continuent de s'opposer à la tenue d'élections tant que le président actuel persiste à se présenter. Et la crise politique paralyse désormais l'économie de ce petit pays. Dans ce dépôt de riz de Bujumbura, la capitale du Burundi, l'activité est au point mort. Il y a quelques semaines, la police est venue le fermer, accusant la gérante de vendre du riz aux manifestants. Avant, je pouvais rentrer avec 5000 francs en poche, car je suis en charge du chargement du riz. Mais aujourd'hui, c'est un calvaire. Je vais rentrer chez moi sans même 10 francs en poche. La crise politique qui touche le Burundi depuis la fin mai a fait de Bujumbura une ville qui tourne au ralenti et a déjà ébranlé la frêle économie de ce petit pays d'Afrique de l'Est. Les manifestations y sont quasi quotidiennes depuis l'annonce du président Pierre Nkurunziza de se représenter pour un 3e mandat, une initiative contraire à la Constitution selon les opposants. Les violences dans les rues ont forcé beaucoup de magasins et d'usines à suspendre leur activité. Certains établissements ont dû licencier et les routes coupées par des barricades empêchent l'approvisionnement des denrées de base. Du coup, les prix ont grimpé en flèche. Les prix de toutes les marchandises ont augmenté. Aujourd'hui, il faut travailler vraiment dur pour parvenir à s'acheter à manger. Les prix du riz, de la farine, des tomates ont grimpé. Sur ce marché de Bujumbura, beaucoup de clients ont déserté les allées. Faute d'argent, ils se limitent sur leurs achats. Les clients viennent au compte-gouttes, vraiment. Rien ne fonctionne ici. Alors qu'avant, on pouvait rentrer le soir chez nous avec une somme correcte. Maintenant, il nous arrive de passer des journées entières sans rien vendre. Selon les analystes, la fin des violences ne signifierait pas forcément la fin de la crise économique. Surtout si le prochain scrutin présidentiel se soldait par une réélection de Pierre Nkurunziza. Car le pays risque l'isolement, la Belgique, ex-puissance coloniale et principal bailleur du pays, a déjà menacé de suspendre son aide directe au pays si Nkurunziza se maintient au pouvoir.
Le Maroc veut relancer l'agriculture de ses terroirs. Cette fromagerie du nord du pays fait partie des 21 membres du label Appellation d'origine protégée. Créé par le gouvernement en 2008, il vise à améliorer la qualité des produits locaux. Une demande croissante pour Zined Erati, gérante de la fromagerie. Il y a le problème de la qualité. Les Marocains commencent aujourd'hui à demander des produits qui ont une autorisation sanitaire et labellisée. C'est une nouvelle culture au Maroc. Les gens commencent maintenant à faire la différence. Un succès donc, la fromagerie devrait bientôt doubler le nombre de ses fermes. Moi, je ne viens ici que pour le fromage de chèvre, car il est bio, et en plus je connais cette fromagerie, son travail est propre. L'agriculture est un enjeu de taille au Maroc. Elle représente 20% du PIB et emploie 40% des actifs. Pour améliorer la qualité, les autorités comptent sur les petits producteurs. On a l'huile d'olive, on a les dattes, on a les nèfles, on a la clémentine de Berkane. Nous avons beaucoup de produits, je vous ai dit, on a 200 produits. Le Maroc a une richesse très importante. C'est pour cela que dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons donné toute la priorité et nous avons une feuille de route pour la stratégie de développement de la commercialisation des produits de terroir. D'après une première étude menée sur 100 coopératives, leur chiffre d'affaires a bondi de 800 000 € à près de 30 millions d'euros en 6 ans. Mais ici, un kilo de fromage coûte entre 10 et 15 €, un prix élevé alors que beaucoup de Marocains n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ils se font appeler les rapporteurs. Ces artistes de hip-hop ougandais proposent un JT en rythme. Une manière décalée de présenter les informations qui peut paraître étrange. Mais dans un pays où la presse subit des pressions et de la censure et où les jeunes ne s'intéressent que très peu à l'actualité, ce nouveau programme télévisé est un vrai succès. Nous sommes déjà des rappeurs et nous voulions faire passer à travers notre musique un message, éduquer les gens, les intéresser à la politique. Et comme nous sommes rappeurs, nous avons décidé de faire un JT rappé. Le programme Newsbeat est diffusé en anglais et en luganda, l'une des langues du pays, sur une nouvelle chaîne privée. Les épisodes durent 5 minutes et traitent d'informations régionales, nationales et internationales. La situation en Ukraine, le virus Ebola ou encore les lois anti-pornographie en Ouganda, aucun sujet n'est tabou. Ce programme a incité les jeunes à regarder les informations grâce au rythme du rap. Ils sont captivés et en plus, ils sont éduqués. Des militants ougandais dénoncent de nombreuses entraves à la liberté de la presse. En octobre dernier, un journaliste a été condamné à une peine de prison ferme ou à payer des dommages et intérêts pour avoir accusé de corruption un haut fonctionnaire. Un cas loin d'être isolé, mais bien que Newsbeat aborde des thèmes sensibles, le programme pour le moment a échappé à la censure. La différence entre Newsbeat et d'autres programmes d'information est qu'ils parlent de problématiques différentes, dont les autres télévisions ne parlent pas. Les téléspectateurs apprécient et découvrent à chaque fois de nouvelles choses. Forts de leur popularité, les journalistes rappeurs de Newsbeat espèrent pouvoir recruter de nouveaux talents dans le futur et pourquoi pas s'exporter dans d'autres pays d'Afrique. Des chimpanzés avec un penchant pour la bouteille, ou plus précisément la feuille imprégnée d'alcool. Une nouvelle étude montre la consommation volontaire et répétée d'éthanol chez les grands singes, comme chez ce chimpanzé guinéen qui siphonne joyeusement la production de vin de palme du village voisin. Dans la prochaine édition d'Afrique, nous descendrons dans les mines du Katanga, en RD Congo, frappé par un manque chronique d'électricité. Puis nous irons à la rencontre de l'équipe de rugby sud-africaine qui doit désormais respecter des quotas ethniques parmi ses joueurs. À la semaine prochaine.